Mars 2003. Les forces mécanisées américaines fondent sur l'Irak, parcourant plus de 500 km en 15 jours pour aller renverser le régime de Saddam Hussein. Mai 1940. Hitler déchaîne une blitzkrieg similaire contre les Alliés en lâchant ses panzers sur l'Europe de l'Ouest. En allemand, blitzkrieg signifie guerre éclair. Lors de l'opération Liberté pour l'Irak, les forces américaines sont allées plus loin, plus vite et ont été plus performantes que jamais auparavant. La stratégie est la blitzkrieg. Mars 2003. Les chars américains franchissent à toute allure la frontière ouest de l'Irak. C'est une surprise totale. Les Irakiens attendent l'attaque principale à l'est. À peine une semaine auparavant, cette campagne n'est qu'un projet sur papier. Mais les stratèges de la coalition ont peu de doutes sur son issue et encore moins sur la manière de la diriger. This will be a campaign unlike any other in history. A campaign characterized by shock, by surprise, by flexibility, by the employment of precise munitions on a scale never before seen, and by the application of overwhelming force. Le général Tommy Franks est le commandant suprême des forces de la coalition en Irak. Sa stratégie repose sur la pensée militaire la plus moderne. Mais elle est basée sur des méthodes utilisées pour la première fois il y a près de 60 ans par des hommes comme l'Allemand Heinz Guderian. Ce n'est pas surprenant, les deux hommes sont confrontés à des défis très semblables. En 1940, les Allemands sont prêts à envahir la France. Mais leurs planificateurs ont un problème, leurs forces sont surpassées en nombre. Les armées britanniques et françaises sont positionnées au nord de la France sur la frontière belge. Vers le sud, la ligne Maginot est impénétrable. Au milieu, les Ardennes sont considérées comme infranchissables. Comment percer jusqu'à Paris et éliminer les Alliés? En 2003, la situation est tout aussi difficile pour Tommy Franks et ses planificateurs. Leurs armées sont largement surpassées en nombre et ils ne sont pas sûrs de la force, de la position et de la loyauté de l'armée de Saddam. Comment pénétrer de 500 km en Irak et prendre Bagdad? Dans les deux cas, la solution est la même. Qu'on l'appelle choc et terreur ou guerre éclair, la stratégie est la blitzkrieg. Bien qu'il y ait 60 ans d'écart entre elles, les deux stratégies de blitzkrieg sont basées sur la même formule fondamentale. Tromper l'ennemi en l'attaquant là où il s'y attend le moins. Maîtriser les airs pour pouvoir se déplacer librement, contrairement à l'ennemi. Percer en concentrant des forces écrasantes sur des secteurs restreints. Frapper en profondeur avec des unités très rapides qui contournent les centres de résistance et déséquilibrent les forces ennemies. Suivre avec une armée massive pour éliminer les centres de résistance et établir le contrôle. L'esprit du commandant qui attaque doit être aussi rapide que son armée. D'un autre côté, ça aide considérablement si les forces de défense sont déconcertées et paralysées par la vitesse des attaquants. Toutefois, la rapidité même de la blitzkrieg porte en elle deux faiblesses importantes. La contre-attaque. La force offensive principale se déplace si vite qu'elle est vulnérable à la contre-attaque de l'ennemi qui peut la couper de ses arrières. La logistique. La colonne de ravitaillement a du mal à la rattraper. Elle s'étire dangereusement et devient vulnérable. Et parce que pour conserver sa vitesse, la force offensive évite les centres de résistance locales, ces points demeurent menaçants pour les lignes de ravitaillement et de communication.
Les faiblesses de la Blitzkrieg viennent de sa force. Quand on se déplace vite et loin, on laisse ses flancs découverts. Et il est très possible qu'on soit trop étendu. En France en 1940 et en Irak en 2003, les commandants n'ont qu'un seul but: vaincre avec le moins possible de combats face à face. La Blitzkrieg est un art guerrier dont le but est de se battre le moins possible, de submerger, de faire craquer l'ennemi. C'est le principe fondamental de la Blitzkrieg depuis des siècles. Tout grand commandant est un étudiant féru d'histoire. Heinz Guderian et Tommy Franks ne font pas exception. Tous deux savent que lancer des forces rapides à l'intérieur du territoire ennemi est aussi vieux que la guerre elle-même. On voit les débuts de la Blitzkrieg dans les campagnes de Gengis Khan, celles de Napoléon et les dernières campagnes de la guerre civile américaine. L'essentiel, c'est d'avoir l'avantage de la mobilité sur l'ennemi, même quand les troupes se déplacent à la force du muscle, à cheval ou à pied. Au début du XXe siècle, de formidables obstacles doivent être franchis pour obtenir la vitesse nécessaire à une guerre éclair. Le chemin de fer signifie que les forces de défense peuvent se déplacer plus vite que celles de l'attaquant. Le feu roulant de l'artillerie et des mitrailleuses massacre les troupes prises à découvert. Durant la Première Guerre mondiale, cela mène à l'impasse dans les tranchées. Des millions d'hommes meurent dans de vaines attaques pendant que leurs commandants tentent de trouver le moyen de percer les lignes ennemies. La solution est apportée par les chars. Les Anglais les utilisent pour la première fois à l'automne 1916. Mais les premiers tanks sont trop lents et trop peu fiables pour tirer parti des brèches qu'ils créent. À la fin de la Première Guerre mondiale, le char avait permis aux Alliés de creuser des brèches dans les lignes ennemies, mais on était encore à un stade où on ne pouvait pas les exploiter. Durant les années 20, les Anglais et les Américains conçoivent des chars beaucoup plus rapides et les théoriciens militaires commencent à réfléchir à leur utilisation dans une stratégie de style Blitzkrieg. Au cours des années 30, l'armée allemande s'intéresse de près à ces idées. Des commandants comme Heinz Guderian cherchent les moyens par lesquels les chars, soutenus par l'aviation et dirigés par radio, pourraient gagner une guerre éclair. C'est dans un discours de 1935 que Hitler fait référence pour la première fois à la Blitzkrieg. « Je ne ferai pas de longs préparatifs, dit-il, mais brusquement, comme l'éclair dans la nuit, je me jetterai sur l'ennemi. » Cette stratégie est expérimentée en septembre 1939 lors de l'invasion allemande de la Pologne. Contre un adversaire beaucoup plus faible, qui ne peut opposer que sa cavalerie au Panzer, la victoire des Allemands est écrasante. Mais en dépit de leurs avantages technologiques et stratégiques, des problèmes demeurent. Ils se sont aperçus que leurs chars tombaient en panne facilement et que leur consommation d'essence excédait largement ce qu'ils avaient prévu. Ils se sont aperçus aussi que la Luftwaffe ne soutenait pas correctement les fers de lance blindés quand ils se déplaçaient vite. Ils devaient y remédier, apprendre la leçon à toute vitesse avant de s'attaquer aux Français et aux Anglais au printemps 1940. Plus de 60 ans plus tard, les troupes de la coalition rencontrent de nombreux contretemps du même ordre, dus aux défis inhérents à la stratégie de la Blitzkrieg. Printemps 1940. Les Allemands se préparent à frapper à l'ouest. Leur objectif ? Anéantir la France en prenant sa capitale, Paris. Mais Paris est à plus de 300 km. Et les forces alliées sont plus nombreuses. 149 divisions contre 136. Et 3500 chars contre 2570. Seule leur puissance aérienne est irrésistible. Plus de 1700 bombardiers contre moins de 400. Et 1000 chasseurs contre 830.
Mais les Allemands ont confiance, la nouvelle stratégie de Blitzkrieg va régler le problème. La première règle de la Blitzkrieg est de tromper l'ennemi. Au départ, les Allemands envisagent de reproduire leur offensive de 1914, un énorme crochet du droit par la Belgique pour déborder les défenses alliées. Les Alliés s'y attendent. Ils prévoient de s'élancer en Belgique dès que les Allemands frapperont. Ce qui se produit le 10 mai. L'armée allemande franchit la frontière hollandaise. Transportées par planeur, les troupes d'élite neutralisent le fort belge d'Eben-Emael. Comme en 1914, le groupe d'armée B de Hitler fait fi de la neutralité de la Belgique et pénètre aux Pays-Bas. Suivant leur plan, les Britanniques et les Français marchent immédiatement sur la Belgique. Mais l'offensive qu'ils veulent contrecarrer n'est pas une blitzkrieg. C'est une attaque, mais c'est aussi une duperie. Les Allemands ont revu leur plan de bataille. La véritable offensive, la blitzkrieg, aura lieu ici, dans les forêts et les collines apparemment infranchissables des Ardennes, pratiquement sans défense. 70% des panzers allemands y sont avec le groupe d'armée A. Seuls 30% sont dans le nord avec le groupe d'armée B, là où les Alliés attendent l'assaut principal. Plus de 60 ans plus tard, Tommy Franks et ses stratèges sont confrontés à une situation encore plus difficile. Le premier problème est la distance. Bagdad est à 550 km au nord du Koweït, point de départ de l'opération Liberté pour l'Irak. Le deuxième est la topographie. L'Irak est dominé par deux grands fleuves, l'Euphrate à l'ouest et le Tigre à l'est. L'endroit où ils se rencontrent, à 150 km de la mer, est une zone de marécage, impraticable pour les chars. Cette topographie et le système routier créent ce que les militaires appellent des points d'étranglement. Des endroits comme des passages de rivières, vers lesquels les troupes sont inévitablement canalisées et où elles peuvent être attaquées depuis des positions prévues à l'avance. Les Américains le savent, mais les Irakiens aussi. Et sur le papier du moins, les chiffres semblent de leur côté. Malgré plus d'une décennie de sanctions de l'ONU, l'Irak a encore une armée apparemment formidable, forte de 375 000 hommes et de plus de 20 000 chars. Et Saddam Hussein peut faire appel à un nombre substantiel d'irréguliers, ses fervents partisans du parti Baas et les Fédayines, des fanatiques musulmans venus en masse de tout le monde arabe pour combattre les croisés infidèles. Pour éviter l'écueil, Tommy Franks, comme les stratèges allemands 60 ans auparavant, laisse l'ennemi, ainsi que bien des journalistes occidentaux et des analystes militaires, penser qu'il va adopter un plan totalement différent. L'opération Tempête du désert, la guerre livrée à peine 10 ans plus tôt pour répondre à l'invasion du Koweït par Saddam, est présente à tous les esprits. Après une campagne aérienne de 6 semaines, les forces irakiennes ont été repoussées hors du pays. À cause de l'éloignement de l'objectif principal, Bagdad, les stratèges irakiens et de nombreux experts militaires occidentaux pensent que Franks va suivre le même plan de bataille que pour Tempête du désert. Une campagne aérienne prolongée suivie d'un assaut terrestre. Et son état-major ne fait rien pour les détromper. Comme de coutume, avant le lancement de l'opération Liberté pour l'Irak, certaines informations, certaines parties du plan ont été divulguées à quelques individus et organisations, dans l'espoir, dans l'attente même, qu'elles remonteraient jusqu'au haut commandement irakien et qu'il réviserait ses plans sur la base des fausses informations reçues. Au départ, Franks a l'intention de lancer également un deuxième assaut dans le nord de l'Irak à partir de la Turquie. La 4e division d'infanterie mécanisée y a été envoyée par mer. Mais l'opposition locale force le gouvernement turc à lui refuser la permission de traverser le pays.
Tout le monde rembarque sur les navires américains qui font route vers le canal de Suez et le Koweït. Si les plans de diversion doivent toujours être soigneusement préparés et programmés, on a toujours la possibilité d'utiliser les événements fortuits pour désorienter l'ennemi. Un bon exemple en est la tentative de la coalition de traverser la Turquie. La plupart des commentateurs, et très certainement les planificateurs irakiens, pensent que Franks va attendre l'arrivée de la 4e d'infanterie avant d'attaquer. C'est exactement ce qu'il veut leur faire croire, mais ce n'est pas ce qu'il a l'intention de faire. C'est un très bon exemple de la manière dont les armées peuvent profiter d'une occasion inattendue pour tromper l'ennemi. Pendant que les Irakiens croient les Américains obligés d'arriver par le sud, puis de se repositionner et de se réorganiser avant d'attaquer, les Alliés déplacent des troupes plus légères afin de leur donner l'avantage nécessaire pour lancer une attaque avant que les Irakiens puissent même imaginer qu'elles sont prêtes. Donc, à la veille de la bataille, les deux groupes de planificateurs ont rempli avec succès la première condition de la Blitzkrieg: tromper l'ennemi sur leurs intentions. En mai 1940, les Alliés sont persuadés que l'attaque aura lieu aux Pays-Bas et ont basé toute leur stratégie là-dessus. Ils n'envisagent même pas la possibilité d'une offensive par les Ardennes. En mars 2003, les Irakiens ainsi que de nombreux analystes occidentaux attendent une longue campagne aérienne, tandis que les forces de la coalition augmentent sans cesse pour atteindre une supériorité numérique écrasante. Ensuite, on prévoit une invasion massive, pas une frappe chirurgicale. La deuxième condition d'une stratégie de Blitzkrieg réussie est la maîtrise des airs. En 1940 comme en 2003, les planificateurs allemands et américains ont un avantage évident. Ils dominent les cieux. En mai 1940, la Luftwaffe est une force formidable, comptant plus de 1700 bombardiers contre moins de 400 et 1000 chasseurs modernes contre tout juste 800 pour les Français et les Anglais. La Luftwaffe a été formée à partir de rien en moins de 5 ans, et aucune dépense n'a été épargnée. Son équipement est entièrement neuf, ses pilotes, l'élite. Elle est conçue spécialement pour soutenir le genre de Blitzkrieg que les chefs allemands ont l'intention de mener. Au contraire, les armées de l'air françaises et anglaises sont privées de financement jusqu'au milieu des années 30 et sont empêtrées dans des programmes d'expansion rapide loin d'être achevés. Presque tous les chasseurs de la Luftwaffe sont des Messerschmitt Bf-109, une des machines de guerre les plus redoutables et les plus sophistiquées de l'époque. Près d'1 millier est déjà en service. Un seul chasseur allié peut rivaliser avec lui, le Supermarine Spitfire anglais. Et au printemps 1940, moins d'une centaine d'appareils sont disponibles. L'armée de l'air allemande dispose aussi de 342 Junkers Ju-87 Stuka, les terrifiants bombardiers en piqué conçus spécialement pour des attaques ciblées en soutien d'un plan de Blitzkrieg. Les Alliés ne possèdent pas d'avions d'attaque au sol comparables. En mars 2003 aussi, les forces aériennes de la coalition sont bien plus nombreuses et mieux équipées que celles des Irakiens. La pleine puissance de l'armée de l'air américaine, du corps des Marines et de l'aviation navale, avec plus de 3000 chasseurs et chasseurs bombardiers ultramodernes et 1500 bombardiers et avions d'attaque au sol, fait face à une poignée d'anciens chasseurs soviétiques qui n'ont pas été réparés depuis 10 ans et peuvent à peine voler. Les Irakiens ont bien quelques lance-missiles antiaériens et batteries de canons de l'ex-URSS. Mais les aviations américaines et britanniques, qui font respecter depuis 10 ans la zone d'exclusion aérienne imposée par l'ONU, ont détruit la plupart des précieux systèmes radars dont ils dépendent. Sur le papier du moins, la maîtrise des airs est la seule condition de la Blitzkrieg que les stratèges allemands en 1940 et américains en 2003 semblent remplir totalement.
Par contre, au sol, les Allemands comme les Américains semblent totalement surpassés en nombre. Mais en mai 1940, comme en mars 2003, les apparences sont trompeuses. C'est la troisième règle essentielle de la Blitzkrieg. Percer en concentrant une force écrasante. Là, les deux équipes de stratèges ont un avantage évident, mais qui n'est devenu évident qu'après l'événement. En mai 1940, non seulement les Allemands sont moins nombreux partout, sauf dans les airs, mais leurs chars ont un blindage plus mince et des canons moins puissants que ceux des Alliés. La plupart sont des chars légers, comme le Panzer Mark I-S prévu pour l'entraînement, et ne portant que 2 mitrailleuses, ou le Mark II-S, conçu comme véhicule de reconnaissance et armé d'un canon de 20 mm. Les nombreux chars alliés, armés de canons de 37 et 40 mm, capables de transpercer leur mince blindage, devraient n'en faire qu'une bouchée. Les quelques chars moyens des divisions de Panzer, le Mark III-S avec un canon de 37 et le Mark IV-S avec son canon court de 75, sont également surclassés par les tanks alliés, en particulier par le puissant char B français armé de 2 canons, un de 47 et un de 75 mm. Mais les stratèges allemands concentrent la majorité de leurs précieuses divisions de Panzer sur le seul secteur du front que les Alliés ne croient pas utile de couvrir, les Ardennes. Et ces divisions de Panzer sont spécialement conçues comme des formations mécanisées rapides, partagées également entre chars, artillerie mécanisée et infanterie, et entraînées à exploiter sans pitié une première percée. Le plan de diversion allemand signifie que les meilleures divisions alliées vont s'enfoncer en Belgique, laissant le secteur vital des Ardennes sous la protection de quelques divisions de réservistes trop âgés. Là où leur plan de bataille exige une force écrasante pour percer les lignes ennemies, les Allemands ont plus que réussi. Au contraire, en mars 2003, Tommy Franks ne vise pas la supériorité numérique au sol. 10 ans plus tôt, lors de l'opération Tempête du désert, les Alliés ont envoyé sur le terrain 750 000 hommes et plus de 2000 chars. Début mars 2003, la coalition oppose à peine 120 000 soldats à une armée irakienne qu'on estime à 375 000 hommes et à peine 500 chars contre 2000. Mais Franks a appris une leçon cruciale lors de l'opération Tempête du désert. Quand l'offensive alliée cesse en 1991, après la libération du Koweït, laissant Saddam au pouvoir en Irak, de nombreux analystes suggèrent que c'est une décision politique. D'autres sont en désaccord. Ils incriminent l'un des points faibles inhérents à la Blitzkrieg, la logistique. Si l'attaque a cessé, c'était pour des raisons purement et simplement logistiques. Les chars manquaient de carburant et les forces aériennes n'avaient plus de munitions de précision téléguidée. Qu'on a décidé d'arrêter Tempête du désert pour des raisons politiques ou logistiques, ou un mélange des deux, les planificateurs américains ont appris une leçon importante en matière de guerre des blindés. Les chars modernes, tels que le M1 et le Challenger, sont tellement avides de carburant qu'on ne peut utiliser beaucoup de ces chars et continuer à avancer rapidement. Le vieux mariage entre les blindés et la mobilité opérationnelle, dont nous avons été témoins durant la Deuxième Guerre mondiale, est terminé. Aujourd'hui, nous devons faire des compromis entre la puissance de combat, la capacité de se battre, et la mobilité opérationnelle, la capacité de parcourir de grandes distances par voie de terre. Pour résoudre le problème de logistique, Franks base délibérément sa version de la Blitzkrieg sur l'utilisation d'une armée beaucoup plus petite que pour Tempête du désert, mais beaucoup plus rapide et agressive. Pourtant, les experts des médias et de l'armée s'inquiètent. Non seulement le nombre des soldats de la coalition déployés pour Liberté pour l'Irak est bien moins important que pour Tempête du désert, mais les armes disponibles, apparemment très peu, ont l'air d'être les mêmes.
le char M1A Abrams, le véhicule de combat d'infanterie Bradley, le canon autopropulsé Paladin. Mais les profanes ont peu conscience du prodigieux bond en avant de la technologie par rapport à la décennie précédente. Le GPS, ou système de positionnement global, fait à présent partie intégrante de la plupart des dispositifs d'armement aérien. Durant Tempête du désert, seuls 10% de l'armement était de haute précision, surtout par marqueur laser. En 2003, au moins la moitié l'est. De plus, les drones et les postes de commande aériens accélèrent la collecte d'informations, leur analyse et leur présentation au commandant. Les planificateurs américains ont également étudié leurs adversaires si nombreux. Pour un œil inexpérimenté, c'est une armée redoutable. Mais en réalité, elle n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était même en 1992. Après avoir étudié les rapports des renseignements, les planificateurs de Franks sont sûrs que leur supériorité technologique leur donnera la force écrasante exigée par leur plan. Ils notent qu'il y a peu d'unités irakiennes près de la frontière koweïtienne, où ils porteront leur assaut initial. Le plan irakien semble vouloir laisser les Américains pénétrer profondément dans le pays avant de tenter de les enliser. La stratégie de Blitzkrieg proposée par Franks et son équipe repose donc sur une vitesse sans précédent. La 3e division d'infanterie mécanisée, avec 270 chars de combat Abrams, se dirigera vers l'est de l'Euphrate le plus vite possible, en évitant les villes importantes. Son but, le passage entre Karbala et le lac Bar, à moins de 65 km de Bagdad. De là, elle attaquera par l'ouest. Derrière elle, une énorme colonne de ravitaillement sera gardée par des unités des 101e et 82e divisions aéroportées qui élimineront aussi les points de résistance encore actifs après l'assaut principal. La première force expéditionnaire des Marines, la MEF, avec 120 Abrams, traversera l'Euphrate dès que possible, c'est-à-dire à Nasiriyah, qui est aussi le premier point d'étranglement potentiel. Elle avancera alors sur 2 colonnes, vers Diwaniyah et Kout, afin que les Irakiens se demandent si la prochaine poussée sur Bagdad viendra du sud ou de l'est. Le corps expéditionnaire Tarawa suivra la MEF pour protéger ses voies de ravitaillement et éliminer la résistance. Au sud, les Anglais s'occuperont de la 2e ville d'Irak, Bassora. La réussite du plan repose sur un principe fondamental, atteindre Bagdad au plus vite. Aucune stratégie militaire réussie ne se conçoit hors contexte. Et Tommy Franks est un brillant étudiant de l'histoire militaire. Son plan aurait certainement été compris par les grands généraux de l'Antiquité, Hannibal, Jules César, qui vous voulez. Tommy Franks disait de ce plan que c'était une Blitzkrieg avec des gadgets high-tech. La mobilité, la rapidité, l'impact psychologique, de tout temps, les chefs militaires ont tenté de les obtenir. Ce qu'ils n'auraient peut-être pas compris, c'est l'exactitude, la vitesse, la précision de tout ce que font les commandants en 2003. Mais le plan de base était aussi vieux que le monde. Le temps est venu de mettre à l'épreuve les 2 stratégies pour percer. Pour les forces allemandes, comme pour celles de la coalition, la partie théorique de la planification est terminée. Ils affrontent la réalité de la phase de la percée, le premier contact direct avec l'ennemi. 10 mai 1940. Les Allemands mettent à exécution leur stratégie de Blitzkrieg. Le groupe d'armée B se lance en Hollande et en Belgique, attirant les Alliés vers le nord. Plus au sud, à peine remarqué au début, l'infanterie, l'artillerie et les unités du génie du groupe d'armée A enfoncent les faibles forces alliées défendant les Ardennes. Les Panzers les suivent. Soutenus par les Stuka, ils traversent les collines et les forêts des Ardennes, franchissent la frontière française et atteignent la Meuse en 3 jours à peine.
Là, les Français doivent les arrêter. C'est la dernière ligne de défense naturelle avant les grandes plaines du nord du pays qui s'étendent jusqu'à la Manche. Mais les généraux alliés sont focalisés sur la menace du nord. On donne peu de soutien aux médiocres soldats qui défendent la Meuse. Rapidement, les unités du génie allemand passent la rivière et établissent 3 têtes de pont. Bientôt, les panzers traversent. Les Allemands ont réussi leur percée. Ils sont à présent derrière le gros des armées alliées et la voie est pratiquement libre jusqu'à la côte. « 20 mars 2003. Les éléments terrestres et aériens de la coalition lancent leur blitzkrieg moderne. Des frappes aériennes visent Bagdad. Les hélicoptères Apache passent la frontière koweïto-irakienne pour détruire les postes d'observation ennemis. Puis, l'artillerie entre en action. Au point du jour, les unités de tête du plan Blitzkrieg ont traversé la frontière et entament leur course vers Bagdad. Les chars de la 3e d'infanterie se dirigent au nord-ouest de l'Euphrate. Une des brigades bifurque vers le nord pour prendre un pont sur l'Euphrate à l'ouest de Nasiriyah, le premier point d'étranglement potentiel. Les 2 autres foncent sur les pistes du désert vers Samawa et Najaf, visant le passage de Karbala, dernier point d'étranglement avant Bagdad. La 1re division de Marines se lance d'abord au nord, aux côtés de la 7e brigade blindée britannique, vers les gisements de pétrole vitaux de Rumaïla. Ceux-ci sont rapidement pris et seuls 7 puits sur 1000 sont sabotés. La 51e division irakienne s'effondre et capitule. Comme prévu, la phase de percée de la stratégie de Blitzkrieg de la coalition est un succès immédiat. Les quelques soldats irakiens se trouvant près de la frontière sont vite neutralisés ou disparaissent. Les Marines se tournent alors vers le pont à l'est de Nasiriyah, tandis que les Anglais poursuivent leur route vers Bassora. En quelques heures, les forces de la coalition ont réussi ce que les Allemands ont accompli en 3 jours. Une percée leur ouvrant de vastes espaces libres jusqu'à leur objectif principal. Pour les 2 armées, la phase suivante de la tactique de Blitzkrieg, frapper profondément, est cruciale. C'est maintenant qu'elles sont le plus vulnérables. France, mai 1940. Les commandants alliés semblent totalement incapables de comprendre ce qui leur arrive. Mais ils ne sont pas les seuls à être pris par surprise. Les Allemands aussi ont été surpris par les premiers succès de leur Blitzkrieg. Mais au lieu de rester assis sur leur laurier ou d'essayer de comprendre les événements, ils ont tout simplement poursuivi leur avance. Ils avaient ce penchant pour l'action, le désir d'avancer dès qu'ils le pouvaient. Ils ont donc décidé de terminer le travail, puis à tête reposée, d'analyser ce qui s'était bien ou mal passé. La Meuse franchie, les commandants de Panzer comme Heinz Guderian ne laissent rien ni personne les arrêter, pas même Hitler. En 8 jours, ils parcourent plus de 300 km et atteignent la côte de la Manche. Pris en tenaille entre les panzers du groupe d'armée A qui se déchaîne derrière eux et le groupe d'armée B qui arrive du nord, les Alliés reculent jusqu'à Dunkerque. Mais la phase de frappe en profondeur n'est pas si simple. Les Allemands avaient dressé un animal sauvage qu'ils ont lâché dans les Ardennes au printemps 1940. Le problème, c'est que le maître a perdu le contrôle dès que le chien a été libéré. Quand on a un commandant audacieux, courageux, et qui sait exploiter les occasions, un jour, il fait peur à son maître, à son quartier général. Et qu'est-ce qui effraie le maître?
Le premier danger d'une stratégie de blitzkrieg, c'est la contre-attaque. Plus la colonne allemande s'étire et s'amincit, plus elle est exposée à une contre-attaque, surtout sur ses flancs vulnérables. Sur leur route vers l'ouest, les Panzers subissent 2 contre-attaques qui auraient pu changer le cours de la guerre. 3 jours après la percée à partir des têtes de pont sur la Meuse, une division blindée française attaque le flanc sud dangereusement exposé. L'assaut n'est pas correctement appuyé et cesse rapidement. Mais Hitler et le haut commandement allemand ont si peur qu'ils ordonnent aux Panzers de stopper leur poussée et d'attendre l'infanterie. Les Panzers passent outre. Heinz Guderian voulait avancer le plus vite possible et planter ses crocs dans le derrière des Français et des Anglais battant en retraite. Au quartier général, son maître, Hitler, voulait le retenir. Il l'appelait, il le sifflait, mais Guderian n'écoutait pas. 2 jours plus tard, près d'Arras, une brigade anglaise tente de couper le flanc droit. Pendant un court moment, il semble que la division de Panzer de ce flanc va être bloquée. Mais l'artillerie se précipite et repousse les chars britanniques. Les Allemands reprennent leur course. 24 mars 2003. La phase de frappe en profondeur de la stratégie de Blitzkrieg a démarré depuis 3 jours et l'opération Liberté pour l'Irak est bien partie. L'armée régulière irakienne a été balayée. En fait, elle disparaît. La tête de pont à l'ouest de Nasiriyah est prise. La première division de Marines est arrivée, tandis que les chars de la 3e d'infanterie ont avancé de plus de 400 km et isolé Samawa et Najaf. Derrière, un convoi de 2700 véhicules de ravitaillement, escortés par des hélicoptères Apache du 101e aéroporté, a progressé de près de 300 km et établi une FARP, ou position avancée de ravitaillement, pour la 3e d'infanterie. Les hélicoptères poursuivent leur route pour établir des FARP encore plus loin. As you know, our forces have been moving rapidly. We've intentionally bypassed enemy formations to include paramilitary and the Fedayeen. Mais Tommy Franks souligne le fait que ces forces de frappe en profondeur sont tout aussi vulnérables que celles des Allemands en 1940. « 24 mars 2003. Les Marines pénètrent dans Nasiriyah, identifiés comme point d'étranglement, pour prendre d'autres ponts dans la ville. Ils ont l'intention de faire tomber les poches de résistance. Mais les unités de tête se trompent à un croisement et se retrouvent impliqués dans un combat confus avec les Fedayeen et les fanatiques du parti Baas. Les Marines sont forcés d'emprunter ce qu'ils appellent la ruelle de l'embuscade et perdent plusieurs véhicules. Ils finissent par s'emparer des ponts, mais il faut plus d'une semaine aux troupes de soutien du corps expéditionnaire Tarawa pour sécuriser la ville, afin que les colonnes de ravitaillement puissent les franchir sans encombre. I don't think anyone came into here thinking it was going to be a cakewalk. We knew that there were cells like the Republican Guard. We just didn't know when we'd run into them. Ailleurs, sur la longue route de Bagdad, l'opération Liberté pour l'Irak n'échappe pas à l'autre problème inhérent à la guerre éclair, la logistique. Les colonnes de ravitaillement de la coalition serpentent vers le nord en convoi interminable. Devant, les unités d'assaut sont blindées. Les véhicules de ravitaillement, eux, sont vulnérables. Les Irakiens auraient pu exploiter ça en utilisant ce qu'on pourrait appeler la défense du lapin de Garenne. Si les forces irakiennes avaient attendu que l'armée de la coalition les contourne pour sortir ensuite de leurs trous afin d'attaquer les unités de ravitaillement, de maintenance et de logistique, elles auraient pu causer pas mal de dégâts et stopper l'avance de la coalition, peut-être même la repousser. Les Fedayeen et d'autres irréguliers lancent bien des attaques sporadiques sur les colonnes de ravitaillement, mais il ne s'agit jamais de plans cohérents. Certainly there have been some harassing attacks on our supply lines and they continue. But they have not stopped the movement of our logistic support forward to each of our
fielded forces. We continue to provide self-protection to those. What we note is those attacks have become fewer with fewer forces, and they have all been defeated with relatively minimal cost to our forces. Mais dans la confusion de la guerre avec des soldats épuisés, des accidents arrivent. Près de Nasiriyah, une unité de ravitaillement se perd et se retrouve au milieu d'une fusillade. Certains de ses membres sont tués, d'autres capturés, parmi lesquels le soldat Jessica Lynch. Ce problème de logistique apparaît aussi dans la stratégie allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Le 25 mai, 2 semaines après le lancement de la Blitzkrieg, les armées françaises et anglaises sont coincées à Dunkerque. Les chars pourraient les anéantir. Mais ils s'arrêtent et plus de 350 000 soldats anglais et français s'enfuient par les plages. C'est intéressant. Historiquement, les armées ont tendance à s'essouffler aux alentours de la barre des 400 km. Si on mesure la distance du point de départ de l'assaut allemand dans les Ardennes par la route qu'ils ont prise, jusqu'au périmètre de Dunkerque, on arrive grosso modo à 400 km. L'avancée allemande est si rapide qu'elle distance ses arrières. C'est largement dû au fait, malgré les films de propagande sur les chars et les camions, que plus de 90% de l'armée dépend toujours de ses fantassins et de ses chevaux. Plus de 60 ans plus tard, le 25 mars, les commandants américains, comme leurs homologues allemands, décident qu'il est nécessaire de faire une halte pour se regrouper avant d'achever la campagne par l'assaut sur Bagdad. Au même moment, ils font face à un autre impondérable, les chamals, d'aveuglantes tempêtes de sable. La 3e division de Franks s'arrête. Les blindés plus légers des Marines stoppent leur avance pour ne pas trop la distancer. De nombreux journalistes interprètent mal cette décision. Les médias supposent que l'avance est bloquée et que l'armée américaine se prépare à un nouveau Vietnam. En fait, les Américains se reposent et, plus important, ils se ravitaillent. Pour le profane, certains événements qui se sont produits durant Liberté pour l'Irak ont pu laisser penser que la Blitzkrieg échouait. Mais pour ceux qui comprennent l'histoire de la guerre éclair, c'était des problèmes courants. Le 2 avril, la course vers Bagdad reprend. À l'ouest de l'Euphrate, les hélicoptères Apache de la 101e aéroportée attaquent la division Médina de la garde républicaine près de Karbala. Non loin, les Rangers s'emparent du barrage de Haditan pour empêcher les Irakiens de le faire sauter et d'inonder la région. La 3e d'infanterie prend position autour de la ville, s'empare du pont principal sur la route de Bagdad et lance des reconnaissances vers la capitale. À l'est de l'Euphrate, une colonne de Marines atteint Diwania. Mais au lieu de continuer directement sur Bagdad, elle tourne vers le nord-est pour traverser le Tigre à l'ouest de Kout. Elle évite ainsi une ville que les Irakiens se sont préparés à défendre. Les Marines se dirigent ensuite vers Bagdad. Le 3 avril, une compagnie blindée de la 3e division d'infanterie atteint et prend l'aéroport de Bagdad. La résistance attendue est inexistante. Mais le calme est trompeur. C'est le résultat de la rapidité de l'avance américaine. N'attendant pas l'ennemi si tôt, les défenseurs sont allés dormir sous terre. À leur réveil, une féroce contre-attaque a lieu. Les combats pour l'aéroport font rage pendant plus de 24 heures. Les Marines s'approchant par l'est rencontrent aussi une résistance acharnée. Mais le 6 avril, ils entrent en ville à leur tour. Il faut 2 jours de plus aux forces américaines pour verrouiller Bagdad. Peu après, des civils irakiens surexcités, aidés par une équipe de Marines, renversent la statue de Saddam Hussein sur la place Firdos. La prise de l'aéroport de Bagdad marque la fin de la Blitzkrieg en Irak. Tout comme la halte à Dunkerque,
marque la fin de la Blitzkrieg allemande dans le nord de la France. Les deux armées, à plus de 60 ans d'intervalle, ont montré que cette stratégie peut obtenir un succès éclatant. Mais si on les compare en se basant sur les règles et les faiblesses de la Blitzkrieg, on note des similitudes et des contrastes intéressants. Les deux généraux trompent l'ennemi et maîtrisent les airs. Lors des phases de percée et de frappe en profondeur, l'équilibre technologique relatif entre chaque camp et son ennemi joue un rôle crucial. À part dans les airs, les Allemands ne sont pas particulièrement avantagés en nombre ni en matériel. Ils concentrent une force écrasante là où elle est nécessaire, en regroupant leurs divisions de panzer et en les utilisant sans pitié. Au contraire, les Américains mettent à profit l'énorme supériorité technologique de leurs armes et de leurs communications pour écraser un ennemi théoriquement beaucoup plus nombreux. Mais certains avertissements montrent qu'une Blitzkrieg high-tech rencontre les mêmes problèmes que ceux vécus par les Allemands en 1940. Les Allemands subissent 2 tentatives de contre-attaque, mais elles sont mal coordonnées et inefficaces. L'impact psychologique de la Blitzkrieg a assommé l'ennemi. Les unités de combat américaines ont peu de problèmes avec les soldats irakiens réguliers ou même avec les gardes républicains. Leurs soucis datent d'avant. Le savoir-faire des unités de logistique américaines a soutenu une avance extraordinairement rapide, mais seulement jusqu'à cette même barre de 400 km où s'étaient arrêtés les Allemands. Là, même avec des camions et des hélicoptères plutôt que des jambes et des chevaux, une halte devient inévitable. Et pour les Américains, l'interminable train de la logistique se révèle particulièrement vulnérable aux actions de guérilla menées par des ennemis sans grands moyens. C'est une autre forme de contre-attaque qui aurait pu leur être très préjudiciable si les Irakiens l'avaient utilisée avec plus de constance. Les principaux problèmes que la coalition rencontre plus tard lors de la phase de suivi ne viennent qu'après le succès éclatant de la stratégie de Blitzkrieg. Cela ne fait que souligner une autre leçon apprise par les Allemands 60 ans auparavant. En tout état de cause, il faut une armée massive pour sécuriser le terrain après les premières victoires rapides. Pour le long terme, on retiendra un nouvel élément. La leçon de liberté pour l'Irak, c'est qu'on peut avoir une grande armée se déplaçant lentement ou une petite armée se déplaçant rapidement, mais on ne peut pas avoir une grande armée se déplaçant rapidement. Je pense qu'à l'avenir, on utilisera beaucoup la stratégie de Blitzkrieg, mais à plus petite échelle. Il est peu probable que nous assistions à une répétition des attaques de Blitzkrieg à grande échelle de la Deuxième Guerre mondiale, ou même à une tempête du désert, tant qu'on n'aura pas résolu le problème des énormes chars de combat qui consomment 14 litres de carburant au kilomètre. La roue a fait un tour complet dans la stratégie de Blitzkrieg. Une fois encore, la manière dont les commandants livrent ce type de guerre ultra rapide et sans pitié est limitée par les capacités de la technologie. La Blitzkrieg attend sa prochaine révolution.